Meilleur sommeil, peau plus belle, perte de poids, meilleure santé hépatique, cardiaque, mentale et physique, nombreux sont les avantages liés à l'arrêt de consommation d'alcool. Néanmoins, dans un pays qui le met en avant comme un patrimoine national, régulateur de normes sociales, synonyme de détente et d'amusement, comment en aborder l'arrêt ou tout du moins la diminution/modération? Eh bien, je me suis posé toutes ces questions et j'ai décidé d'arrêter de boire. Et aujourd'hui, c'est mon expérience, mes retours que je vous partage. Donc, comme d'habitude, let's go! Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, enchantée, moi c'est Juliette et j'ai 25 ans. J'espère bien évidemment, comme toujours, que vous vous portez bien et je suis très heureuse de vous retrouver en ce mercredi. Puisque, après de nombreux votes sur Instagram et sur l'onglet communauté YouTube, il a été élu comme le jour de post hebdomadaire, notre petit rendez-vous de la semaine. Donc voilà, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous aussi. Alors, pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Puisqu'encore une fois, je m'attaque à un sujet pas des moindres. Tout comme ma vidéo sur l'arrêt de la cigarette, je me suis posée et je me suis dit que parler de ce sujet, notamment d'alcool qui est beaucoup plus banalisé que la cigarette, ce serait jamais de trop. Que même si, au cours des dernières années, il y a eu beaucoup plus de vocalité en fait sur le sujet, ma petite pierre à l'édifice ne serait pas en trop par rapport à toutes celles qui ont déjà été posées. C'est d'ailleurs cet amoncellement qui, à mon sens, fait la force autour de la débanalisation du sujet. Et surtout, ça permet, je l'espère, beaucoup plus d'identification possible, puisque dans l'inconscient collectif, quand on parle d'alcool, quand on parle de consommation problématique, on a tout de suite une espèce de caricature du consommateur, genre le monsieur à 8h du mat au PMU en train de boire un Ricard. Alors qu'en vérité, il peut se poser des problématiques donc à ce sujet sans en arriver à ce stade. Et c'est pour ça que je mets un disclaimer tout de suite à la vidéo. Normalement, vous l'avez vu soit dans la miniature, soit dans le titre, mais je n'ai pas arrêté définitivement l'alcool. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire cette prise de parole, c'est que quand j'ai voulu me renseigner à l'époque et quand je continue de le faire sur le sujet, je trouve toujours des témoignages qui sont, toujours dans l'arrêt définitif de l'alcool, mais surtout qui dépeignent des consommations avant ce moment de prise de conscience hyper excessives qui mettaient en danger. Et de par mon expérience, ce que j'ai envie de partager, c'est qu'on peut se poser des questions, on peut prendre un recul nécessaire sur sa consommation d'alcool, même quand on n'en arrive pas du tout à ces extrémités. C'est d'ailleurs là que ça peut être intéressant de le faire pour en arriver à une possible modération si on en a envie. Le but à travers ce genre de vidéo, et notamment celle d'aujourd'hui, c'est de la bienveillance, du soutien, de l'encouragement, peu importe la décision que vous prendrez à la suite de cette vidéo, ou si vous êtes là juste pour être curieuse, et beaucoup de respect. L'addiction ou la tendance addictive à la consommation d'une substance, c'est toujours un sujet extrêmement complexe, subjectif, en fonction des personnes, de leur histoire, de leurs moyens pour agir. Donc on peut pas juste se permettre d'asséner en commentaire, par exemple, de grandes vérités générales et absolues du genre « ben arrête en fait ». C'est très violent, c'est très réducteur, encore une fois ça ne prend pas du tout en compte le prisme qu'il y a autour de ce genre d'addiction, de ce genre de système en fait. Donc si vous avez envie de prendre la parole en commentaire pour raconter votre expérience ou juste pour donner votre avis sur le sujet, faites-le toujours dans le plus grand respect, la plus grande bienveillance. C'est justement en se soutenant qu'on fait bouger les choses et pas en se pointant du doigt en disant t'es nul, t'y arriveras pas, si tu te fous pas un coup de pied aux fesses. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo, parler d'addiction ou de rapport addictif, c'est étroitement lié avec la santé mentale. Et pour cette raison, je suis très heureuse de vous présenter le sponsor de cette vidéo, à savoir BetterHelp. BetterHelp, c'est une plateforme de thérapie 100% en ligne qui va vous aider à vous mettre en relation avec un thérapeute de confiance adapté à vos besoins. Comme je vous en ai parlé dans beaucoup de mes récentes vidéos du mois de septembre, la rentrée, c'est une phase où de nombreux changements s'opèrent, où le stress peut vite arriver et nous décourager, voire nous bloquer dans les projets que nous avons, ou même dans notre bien-être. La thérapie peut donc être d'un véritable soutien en cette période pour nous accompagner. Mais ça peut être compliqué de se lancer pour plusieurs raisons. On peut avoir peur de ne pas trouver le ou la bonne thérapeute par exemple. On peut ne pas avoir assez de temps. Ou alors on peut ne pas pouvoir se déplacer en réel jusqu'au rendez-vous. Pour cette raison, BetterHelp vous propose, à travers un réseau de plus de 200 thérapeutes français certifiés, inscrits à l'Agence régionale de santé, celui qui correspond le plus, le mieux, à vos besoins. Pour ce faire, vous avez juste à remplir un court questionnaire qui va permettre de cibler vos attentes et vos besoins. Ainsi, si vous avez une préférence pour un ou une thérapeute spécialisée LGBT+, c'est possible. Sur un ou une thérapeute sur des spécifications précises, c'est possible. Ou encore un ou une qui va juste venir vous accompagner personnellement pour atteindre vos objectifs professionnels ou scolaires,
c'est possible. Et bien sûr, si vous n'êtes pas satisfait du thérapeute qui vous a été attribué, vous pouvez en changer à tout moment, sans frais supplémentaires, jusqu'à trouver celui ou celle avec qui vous êtes le plus à l'aise. Parce qu'il arrive parfois que le feeling ne passe pas, et c'est ok. Les deux plus que je trouve vraiment formidables, c'est tout d'abord la diversité dans les formats disponibles d'accompagnement. Vous allez avoir les visios, les appels téléphoniques ou encore les messages écrits. Le but, c'est vraiment que vous soyez maître de votre thérapie. Que si vous avez envie de mettre pause ou d'arrêter à un moment, c'est totalement possible et sans engagement. Et le deuxième plus, c'est le fait de pouvoir échanger avec son thérapeute entre les séances par message écrit. BetterHelp vous permet d'avoir un soutien en continu. Vous écrivez à votre thérapeute et il vous répond dès qu'il peut. Vous pouvez même lui partager le journaling ou les feuilles de travail que vous faites sur la plateforme en un clic. Alors si vous ressentez le besoin de commencer une thérapie ou que vous êtes juste curieux ou curieuse, profitez de mon lien en description qui vous offre moins 10% sur votre premier mois sur BetterHelp. C'est tout simple, c'est sur https://www.betterhelp.com/julietjam. La santé mentale, c'est un sujet important et le plus tôt on s'y prend, le mieux on se porte. Alors merci encore à BetterHelp de sponsoriser cette vidéo qui m'est si importante. Bon, si vous me connaissez bien, vous savez que je prends toujours des notes pour structurer ce genre de vidéo parce que j'ai pas envie de laisser des détails de côté quand on parle de trucs aussi complexes. Et bien sûr, c'est ce que j'ai fait pour cette vidéo. Donc tout de suite, on part sur le premier point. L'alcool et moi, une histoire qui ne partait pas bien et pourtant. Alors, le but dans mon témoignage, ce n'est pas de l'alourdir et qu'il soit indigeste, mais c'est quand même de balayer des phénomènes quand j'ai pris du recul donc sur ma consommation lors de mes arrêts, puisque vous allez voir, il y en a plusieurs. Qu'est-ce que j'en ai retiré? Quelles sont les conclusions que j'ai retenues et que j'ai envie de vous partager? Parce que pour moi, comme je vous ai dit, c'est tout un système en fait qui s'installe autour. C'est pas juste boire, consommer de l'alcool. Moi, j'ai grandi donc dans une famille qui, à majorité, est complètement française. Il y a quelques immigrés espagnols du côté de mes grands-parents, arrière-grands-parents, mais globalement, on est tous français. Ce que je veux dire par là, c'est que donc, on a une consommation de vin notamment, très institutionnalisée au sein des repas de famille, très festive, très partagée. Enfin, partagée dans le plaisir, je veux dire. Et du coup, dès notre plus jeune âge, mes cousins, ma sœur et moi, on a accès, entre guillemets, à l'alcool par des petits « Ah tiens, goûte, c'est pour la culture ». Donc on goûtait une lampée de vin, à peine. Mais ça a commencé, en fait, quand on y pense, très jeune. Genre vers mes 12 ans, ça m'arrivait, voilà, de goûter une gorgée de vin à table. Quand on avait des repas de famille, bien sûr, et ces repas de famille, on en avait 4 fois par an peut-être. Mais il y avait ce côté banal. À Noël, on a eu le droit, à partir de nos 13 ans, à une coupette de champagne. Et pour nous, c'était de 1, normal, et de 2, c'était faire comme notre famille, en fait. Et si je raconte ça, ce n'est pas pour accabler ma famille, qui s'est battue avec ses propres armes et avec sa propre représentation de l'alcool qu'elle avait. Enfin, faut pas oublier que pendant des années, on pouvait boire de l'alcool en école primaire, au collège, au lycée. On pouvait en boire partout tout le temps, donc vous vous doutez bien qu'on n'a pas le même recul que nous qui ont grandi quand même avec beaucoup plus de retenue au sujet et surtout d'informations sur à quel point c'est nocif pour la santé. Vous connaissez la fameuse phrase, elle est normalement plus ou moins tous et toutes dans notre tête, la consommation d'alcool est à faire avec modération, tout abus ou excès est dangereux pour la santé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, moi, je suis assez familière, notamment avec le vin et le champagne, voilà, quelques alcools, dans ma famille, dû à ce fait. Néanmoins, parce que je vous vois venir, pendant l'adolescence, là où il y a les fameuses premières fêtes, les fameuses premières cuites, d'ailleurs, c'est très normalisé qu'à 14 ans, on puisse se prendre une murge d'enfer à la bière ou à des alcools forts, alors que, waouh! 2 ans auparavant, je portais des Converse des Filloux en suçant des sucettes Vidal qui me donnaient la langue toute bleue. 2 ans plus tard, c'est la vodka black qui peut me rendre la langue bleue, ce n'est pas normal. Mais moi, pendant cette adolescence, pendant mes premières années de fac, donc de vie de jeune étudiante, je ne bois pas. Je ne consomme pas d'alcool. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, tout simplement parce que pendant ce moment-là, j'ai une meilleure amie, ou plutôt une meilleure ennemie qui me colle à la peau, qui est dans mon cerveau H24, à savoir l'hémétophobie. J'avais fait une vidéo sur le sujet, donc si ça vous intéresse, je vous invite à la regarder. Globalement, ça parle de la phobie autour du fait de vomir, de voir des gens vomir, en gros, du vomi de manière générale. Et moi là, j'étais tellement dans mon pic d'hémétophobie que boire une seule gorgée d'alcool dans ma tête, ça pouvait me rendre bourrée et donc me faire potentiellement vomir. En raison de cela, je passe toutes mes premières soirées d'adolescence où vraiment l'alcool bat son plein, ou bon bref, pas rentrer dans les détails un peu de la chose, mais où ça coule à flot, où il y a les fameuses premières limites qui sont testées, etc. Moi, je suis au coca.
Il y a une pression sociale bien sûr inévitable, on me demande souvent ce que je veux boire, quand je dis que je prends du coca, on me dit mais pourquoi tu bois pas, mais un verre d'alcool n'a jamais tué personne. C'est des phrases qu'on s'entend dire vraiment très jeune. Encore une fois, mes premières soirées, j'avais 14, 15, 16 ans, donc c'est pareil, c'est codifié, c'est inscrit, c'est des choses que l'on entend qui nous paraissent normales à ressortir nous-mêmes, même à des âges où on est plus proche d'aimer le coca que la vodka, le jet, ce que vous voulez. Parce qu'en plus à l'époque, on buvait pas du grand vin rouge, des grands crus, on buvait de l'alcool fort qui tapait. Je trouve un peu de répit, malheureusement, faut quand même le dire, parce que je me mets à fumer. Ça pareil, je vous invite à regarder ma vidéo sur l'arrêt de la cigarette si ça vous intéresse, mais en gros, vu que j'ai ma bibine, on me fout la paix en soirée. Et c'est là que je comprends que l'alcool, comme la cigarette, c'est un régulateur de normes sociales. Vous êtes inscrit dans le truc, dans le groupe. Si vous avez en gros quelque chose qui vous occupe, qui vous désinhibe, qui vous permettent d'avoir des moments avec les individus, puisque quand on est sous alcool, on peut plus facilement discuter, rigoler, etc. Et quand on fume une cigarette, on peut plus se retrouver dans un moment fumeur et créer des liens qu'on n'aurait pas forcément fait en dehors donc de ces cadres. Et ça, c'est un problème. Mais à l'époque, moi, je le vois pas du tout. Je continue donc ma petite vie. Quand j'entre à la fac, je ne fais pas ces fameuses soirées d'intégration. Moi, c'est littéralement ma pire phobie au monde à ce moment-là. Et honnêtement, ça le reste plus ou moins. Je les ferai toujours pas à l'heure actuelle. Parce que voilà, c'est pas du tout un cadre qui me parle. Et voilà, comme encore une fois, je le dis à l'heure actuelle, même les soirées en boîte de nuit, etc., ça ne m'attire pas du tout. Il y a trop de monde, il y a trop d'aléas qui peuvent potentiellement me mettre en danger. Et je suis une grosse froussarde, autant je suis très extravertie, autant je peux facilement en faire de l'anxiété sociale. Et quand il y a trop de monde, trop de bruit, etc., ça peut vite m'envahir. Et bien sûr, l'aléa de l'alcool dans ce système-là, il n'est pas du tout concevable à mes yeux, puisqu'il accélère, entre guillemets, cette mise en danger, selon moi. Et en fait, mes premiers verres, je vais les boire à ma majorité avec une personne de grande confiance, où je me dis là, je peux boire sans avoir peur de comment je vais me retrouver, où il va y avoir un vrai instant de partage, de connexion. Et cette personne, c'est mon père. Alors là, oh mon dieu, mais quoi? Mais boire avec son père! Mais une fois de plus, j'ai 18 ans, c'est une période où avec mon père, on se retrouve énormément, on est très proches, etc. Et où il me dit, bah t'as l'âge, si t'as envie de boire l'apéro avec moi, tu peux. Et en fait, on va jamais boire dans des proportions faramineuses. On va boire un verre, on va boire 2 verres au long d'un bon repas, où on va beaucoup discuter, où on va beaucoup partager. Et c'est à ce moment-là que moi, il y a un switch. C'est que j'ai le goût du bon vin, mais j'ai surtout le goût du bon moment et de ce qu'il donne en fait, justement, en termes de discussion, l'accessibilité qu'il permet. J'ai l'impression, moi, de plus me positionner en tant qu'adulte, d'être plus à égal. Et bien sûr, l'alcool, peu importe sa consommation, désinhibe et permet de fluidifier naturellement la conversation. Mais du coup, arrive un autre problème, et le principal, c'est l'insidieux du régulier dans la consommation. La journée de taf est finie, on n'en peut plus, on boit un verre. Un tel a trouvé du taf, on boit un verre. T'as fini les examens, tu bois un verre. T'as loupé tes examens, tu bois un verre. T'as réussi tes examens, tu bois un verre. T'as trouvé un appart, on boit un verre. Faisons une crémaillère, buvons des verres. Des verres, des verres, des verres, couplé au fait que moi, je n'ai pas de gueule de bois, j'ai pas de problème, voilà, j'ai pas de carambolage que je peux raconter extraordinaire lié à l'alcool, je me suis jamais pris une cuite, je me suis jamais mise à l'envers. Donc, j'ai pas ce fameux lendemain où je me dis « Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Plus jamais je bois !» Même pas. Ce qui fait que ça devient régulier parce que j'ai pas une consommation énorme, du coup, j'ai l'impression de la maîtriser, du coup, je me pose pas de questions à son sujet. Mais en l'espace de 2 ans, je dirais, ma consommation, donc elle devient de plus en plus régulière de 2021 à 2023. À ce moment-là, je commence à me poser des questions. Surtout que, de l'autre côté de la balance, la personne avec qui j'en parle le plus, c'est mon père. Et là, vous allez dire, fort drôle comme coïncidence alors que tu commences à boire avec lui. Et une fois de plus, c'est ça qui est cool. C'est que quand il n'y a pas de tabou, et j'ai la chance d'avoir ça donc avec mes parents, le but c'est de ne surtout pas faire d'omerta à ce sujet. Et c'est justement parce qu'on est concerné, qu'on est consommateur, qu'il faut qu'on en parle. Depuis des années, mon père fait le dry January, et là, en 2023, il parle possiblement d'une envie d'arrêter définitivement l'alcool. C'est vraiment juste une prise de conscience de se dire, j'ai peut-être fait mon temps avec l'alcool, et est-ce que ça me sert toujours autant? Peut-être qu'il faudrait que j'arrête. Peut-être que juste j'ai envie d'arrêter. Et moi, à ce moment-là, je sais que ça fait un peu un déclic, tout comme quand mon père a arrêté de fumer et m'en avait parlé, et j'étais en mode, ah, et moi à côté, comment fais-je? Ça fait réfléchir, à méditer. Et du coup, je commence à en parler avec lui, et voilà quoi, à lui dire « Ah ouais, mais tu peux se modérer, genre tranquille, enfin regarde-moi, je gère. » Et je lui parle de ma consommation, et il me dit « Bah ouais, c'est une consommation alcoolique. » Alors là, moi, mais je pars en sucette.
Palika, no higasio, comme ça, no hamnida. Et c'est ça qui est hyper triste, c'est qu'en fait, quand on dit quelqu'un qui fume, qu'il est fumeur ou fumeuse, ça ne pose aucun souci. Quand on dit à quelqu'un qui consomme régulièrement de l'alcool, tu es alcoolique, ça pose un souci. Et alors là, je sais qu'il y a énormément de clivage par rapport à cette définition, parce qu'il y a des gens qui vont dire non, c'est pas une question de régularité, c'est une question de consommation excessive, voilà, qui vont vraiment se dire non, les alcooliques, c'est que ceux qui boivent énormément, pas ceux qui boivent tous les jours très peu. Pour moi, quelqu'un qui boit régulièrement ou qui ne peut pas se passer d'alcool dans des occasions spéciales, en gros voilà, qui ne peut pas faire l'impasse, c'est une personne alcoolique dépendante. Mais le truc c'est que pour moi, c'est loin d'être une insulte, c'est une réalité et aider à structurer, à identifier la chose, ça permet de prendre du recul et de possiblement la remettre en question dans les habitudes qu'on a ancrées autour. Donc bien sûr, je le dis ici, mais ça vaudra pour toute la vidéo, il ne s'agit que de mon humble point de vue. Mais à ce moment-là, donc je réagis mal avec mon père en lui disant « Ah, mais qu'est-ce que tu dis? Mais c'est n'importe quoi et tout ». Et il me dit « Mais je te rassure, on a tous, enfin du coup les personnes qui consomment de l'alcool, notamment, donc comme je vous l'ai dit, dans ma famille, mes entourages, où c'est très institutionnalisé, surtout que j'habite à Bordeaux, capitale mondiale du vin, dois-je le rappeler? Où il me dit donc, je te rassure, on a tous une consommation qui est problématique. Encore une fois, le sujet, c'est de possiblement la faire évoluer, d'en prendre conscience. Mais mettre le déni dessus pour le laisser de côté, ça va pas faire avancer la chose. Et donc de là, pendant les mois qui suivent, je commence à regarder en fait, à prendre conscience de ce à quoi ressemble ma consommation. Et je me rends compte en fait qu'elle est quasi omniprésente, bien que toujours en très faible quantité. Et en plus, c'est pas vraiment vrai, parce que sur la fin, donc précédant mon premier arrêt d'alcool, je me rends compte que j'ai une meilleure tolérance à l'alcool et que du coup je bois plus. Et maintenant que j'ai le mot dessus de consommation alcoolique, enfin de l'alcoolisme en fait mondain, ce fameux alcoolisme social qu'on ne voit pas venir parce qu'on boit des bonnes choses en bonne compagnie, toujours avec un bon repas, donc est-ce qu'on peut dire que ça... Si, ça en est. Ça s'appelle de l'alcoolisme social, de l'alcoolisme mondain. Et donc arrive ce fameux mois de juillet 2023 où je suis 3 jours seule chez moi. Il y a l'été qui bat son plein et moi j'ai pas arrêté. Et là je me retrouve 3 jours solo, seul tout. Vraiment le silence. Et c'est pendant ces 3 jours que j'arrête la cigarette et c'est pendant ces 3 jours que j'arrête l'alcool. Le fait d'être seule, je pense que ça fait écho à plein de choses, ça me permet de me poser, de redescendre le truc et de prendre conscience des semaines qui viennent de passer et de plein de réflexions que j'ai dans ma tête. Et je décide, mais vraiment au pif, de mettre sur Apple Podcast sobriété. Et je tombe sur ce podcast sobre de Audrey Sioufi que je trouve extraordinaire. Il y a peu d'épisodes à l'époque, mais je me les enchaîne en coloriant, en écrivant. Et à ce moment-là, j'ai pas du tout la perspective d'arrêter de boire d'un coup, mais en fait je me dis arrête de boire de l'alcool là tout de suite et prends du recul en fait sur la chose parce que c'est chaud. Pendant 3 mois, j'arrête donc de boire de l'alcool. Je me dis au début que c'est définitif, que vraiment j'ai un énorme problème, que ça va pas du tout. Je commence à énormément me documenter à ce sujet, j'écoute beaucoup de podcasts, je regarde des interviews, je vous en mettrai plein en description bien sûr si vous êtes curieux et curieuse à ces sujets. Je lis un livre qui est extraordinaire selon moi qui s'appelle Sans alcool de Claire Touzard, j'écoute toutes ces interviews parce qu'on est vraiment dans l'ultra personnel et moi c'est ça qui me parle. C'est pas forcément les biais cognitifs, les neurotransmetteurs de en gros comment ça agit l'alcool sur mon système etc. même si c'est hautement intéressant. C'est vraiment le personnel. Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir une addiction à une substance, notamment donc par l'alcool et d'avoir des personnes qui partagent un peu ce même système que j'ai pu avoir de banalisation de l'alcool parce que notre famille, parce que notre entourage, parce que notre pays fait que c'est très banalisé, qu'il y a toujours une bonne occasion de boire un verre. Je trouve qu'elle a une honnêteté et une simplicité dans ses mots qui sont hyper touchantes et qui me parlent beaucoup. Et vu que je suis un peu tout ou rien, le premier mois, il y a vraiment cet effet lune de miel quand on arrête une consommation et qu'on prend conscience de à quel point elle pouvait être trop prépondérante dans notre quotidien, d'à dire à tout le monde non mais c'est fini, je bois plus, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, ta. Et honnêtement, c'est le cas. Dans l'état où je consommais, c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver à ce moment-là, pour prendre du recul, pour m'éduquer sur le sujet. Bien sûr, ça me permet de visualiser à quel point l'alcool est omniprésent, que ce soit littéralement dans notre quotidien, dans toutes les boutiques, dans tous les restaurants, dans toutes les pubs, c'est énormément mis en avant, genre là ça m'impacte mais vraiment en pleine tronche en permanence. Mais bien sûr, dans les événements sociaux, les repas de famille, les verres
bière avec les copains, il y a toujours une bonne raison de boire. Et je le vois puisque je dis à chaque fois non merci, je ne bois pas d'alcool. Arrive aussi, bien sûr, la fameuse question de mais pourquoi tu bois pas? Parce que oui, quand vous arrêtez de fumer, c'est hyper logique et personne ne vous pose la question, on va bien sûr même vous féliciter d'avoir arrêté de fumer. Par contre, l'alcool, c'est la seule drogue où on vous demande de vous justifier quand vous l'arrêtez. Pourquoi? Parce que en général, ça renvoie les personnes à leur propre consommation et du coup, faut que vous vous justifiez parce que sinon, eux, ils vont devoir réfléchir en fait à la consommation qu'ils font de la substance. Alors, à titre personnel, j'ai la chance d'avoir un entourage qui remet les choses tout le temps en question et en perspective. Donc, quand moi j'arrête l'alcool, ils sont un peu tous et toutes surprises parce que ils avaient pas l'impression que oh mais tu buvais pas tant, oh mais ah bon vraiment et tout. Et où je leur dis c'est pas une question encore une fois de consommation excessive mais de consommation régulière qui moi me posait problème. Mais dans la globalité c'est des gens qui de un vont être très accompagnants et surtout qui vont être d'un grand soutien et hyper bienveillants en mode mais c'est trop bien, mais c'est trop génial, mais tu sais que moi aussi je me pose des questions sur le fait de réduire, de modérer, ah non mais c'est trop cool, tu sais quoi tu me donnes la motive d'y penser différemment. Et je le souligne parce que c'est pas tout le monde en fait cette chance-là, enfin c'est pas tout le monde qui a cette chance je veux dire. Et quand je parle de système autour de l'alcool, qu'on ne se bat pas tous avec les mêmes moyens, ça en fait partie. C'est que si j'avais eu un entourage qui aurait continuellement poussé à consommer, ça aurait pas été la même prise de recul sur la chose. Donc les gens qui disent ouais mais juste arrête, en fait il y a des personnes pour qui c'est tellement codifié, c'est tellement un marqueur social de boire que c'est pas aussi simple. Et donc pendant 2 mois j'amasse ces informations et ce recul et ces témoignages, mais surtout je commence à redescendre en fait, on va dire dans cette effervescence de oh mon dieu on arrête et tout. Je commence à mieux vivre la chose aussi parce que je désinscris de mon cerveau la prise d'alcool, enfin la consommation d'alcool, comme une habitude non sensée, régulière. Et arrive donc le mois d'octobre où je suis à Strasbourg pour l'anniversaire d'une amie qui s'appelle Méline, que j'aime beaucoup, et où j'ai l'occasion de boire une bière en mangeant un repas et tout, dans un restaurant que j'aime énormément et dont j'aime énormément la bière. Et là je me dis, je me sens capable, et surtout j'ai envie de boire, donc voyons. Et là vous allez dire ah mais Juliette, n'importe quoi, enfin c'est comme la cigarette, quelqu'un qui a un comportement addictif ne pourra pas s'arrêter, tatati tatata. Et une fois de plus, j'aimerais vous dire, ça c'est propre à chacun. Chacun fait son chemin, chacun teste en fait, à sa propre expérience. Et je l'avais déjà dit dans l'arrêt de la cigarette, mais il n'y a pas d'échec. Un arrêt, ça se fait pas forcément en une fois. Encore une fois, là en plus je suis pas dans un arrêt définitif, donc c'est un autre sujet. Mais si vous êtes dans un arrêt définitif, ça fait partie du process que de rechuter et que de se relever. On tire toujours des leçons dans tous les cas. Et c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, c'est soit j'arrive à boire avec modération et je sais que maintenant j'ai l'honnêteté de faire face au problème s'il existe et de pas le mettre de côté comme je l'ai fait pendant les 2 dernières années où je consommais de plus en plus. Ou alors j'arrête à nouveau comme je l'ai fait parce que maintenant je suis stable sur mes appuis de me dire je suis capable de le faire. Et ce sera une leçon en fait sur mon arrêt définitif et continu. Et c'est tout. Et en fait, ces 3 mois d'arrêt donc à 23 ans, ils sont hyper essentiels parce qu'ils me permettent de prendre, entre guillemets, un comportement qui pourrait être très problématique à l'avenir, à la racine, et qui me permettent de le modérer. Et donc, à partir de ce moment-là, s'ajoute donc un enjeu de est-ce que je peux me modérer? Et c'est ce qui va se passer dans les mois qui vont suivre. Je vais totalement me modérer. Une consommation plus réfléchie / consciente. Ces premiers verres que je rebois, je suis hyper attentive. Genre vraiment, je suis en train d'analyser toutes mes sensations, qu'est-ce que ça éveille chez moi, qu'est-ce que ça n'éveille pas, qu'est-ce que ça ne doit pas éveiller. Je sais qu'il y a une hypervigilance, mais pour moi, elle est sine qua non à ces 3 mois d'arrêt, c'est-à-dire que j'ai une conscience en fait de la consommation d'alcool. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais transmettre. Le problème quand on a une consommation qui s'installe comme ça, c'est que à cause de sa banalisation, on ne se rend pas compte de la place qu'elle occupe dans notre quotidien. Quand on commence à prendre conscience du verre que l'on boit, comme je sais pas, par exemple, des sous qu'on va dépenser, qu'on fait ses notes, qu'on fait ses comptes, etc., tout de suite, ça prend un aspect différent. J'ai beaucoup moins le réflexe de dire oui à un verre, par exemple, ou juste je vais boire des softs parce que j'ai déjà bu le jour d'avant et je le sais parce que je l'ai noté, parce que je l'ai conscientisé dans ma tête.
J'ai donc une consommation qui devient beaucoup plus sporadique qu'avant, et dans le très bon sens. Je m'instaure même des règles, c'est-à-dire de ne plus jamais boire seule, parce que ça pouvait m'arriver en mode tout à fait chill de cuisiner avec un verre de vin. Pareil, j'allais jamais me mettre la tête à l'envers, mais de boire une petite bière, juste une petite bière en cuisinant, ou etc. Donc voilà, il y a des habitudes de consommation que j'enlève totalement, puisque pour moi, je remets le sens de ce que j'apprécie énormément, c'est le partage. Bref, il y a beaucoup de choses qui vont s'installer de manière très appréciable et de manière très réfléchie. Et ainsi, on en arrive à mon deuxième arrêt d'alcool. Donc cette fameuse rentrée sans alcool que je viens de passer, ces fameux 30 jours sans alcool que je viens de passer. Pourquoi, 2 ans plus tard, après donc mon arrêt des 3 mois d'alcool, je me retrouve à arrêter de nouveau? Est-ce que j'ai refait face à mes travers diaboliques? Est-ce que je ne me suis plus retrouvée dans cette conscientisation d'alcool? Eh bien, discutons-en. Comme je vous l'ai dit, cet arrêt a été bénéfique sur de nombreux points. Il m'a permis de rendre la chose beaucoup plus sensée, sporadique, et ça, c'est essentiel. Néanmoins, en fait, le chemin dans la déconstruction et dans la réflexion autour de ce sujet, comme de tant d'autres, par exemple, j'ai une réflexion qui est continue sur ma consommation de temps d'écran, de téléphone, ça ne s'arrête pas. Et c'est très bien. Tout comme le téléphone, je le trouve très utile, très divertissant sur les réseaux sociaux, ça m'empêche pas de vouloir encadrer la consommation pour pas que ça m'envahisse. Puisqu'on parle beaucoup d'addiction forcément au sucre, à la caféine, à la cigarette, à l'alcool, mais bien sûr il y a des addictions comme celle du téléphone, j'imagine maintenant ce n'est plus approuvé. Ben, l'alcool c'est pareil. Et donc cet été, je me retrouve à avoir des vacances très chouettes, très rythmées, où il n'y a pas de l'alcool qui coule à flot, mais où je bois forcément un peu plus souvent. Et j'arrive à la rentrée, à avoir bien profité, etc., et à me dire, mais là, j'ai plein de projets en tête, j'ai beaucoup de choses qui nécessitent voilà, de la mobilisation d'énergie, et je pense que ce n'est pas compatible avec de l'alcool. Et le truc, c'est que le mois de septembre, même si on n'est plus voilà, pendant l'été, l'effervescence et tout, c'est un mois qui suscite tellement d'angoisse, de stress, de changement, qu'on peut, encore une fois, avoir l'accès au verre trop facile. Et donc là, je me dis, bah, j'ai pas envie de faire de la modération, j'ai envie d'être full focus. Donc, tout comme je ferai désormais le Dry January cette année, donc le premier mois de l'année sans alcool, eh bien, je ferai désormais tous mes mois de rentrée septembre sans alcool. Ça me permettra de réaliser mes objectifs sans avoir un bâton entre les roues, puisque, encore une fois, même si je bois beaucoup moins qu'avant et beaucoup moins régulièrement, bah, les soirées où je bois le lendemain, je suis quand même moins efficace. J'ai pas de gueule de bois, mais je suis forcément un peu plus fatiguée. Et surtout, je me rends compte que j'ai moins de motivation. Ça, là, ce mois sans alcool, ça m'a vraiment permis de prendre du recul sur quels bénéfices je note réellement à l'arrêt d'alcool. Parce que pendant les 3 mois que j'avais arrêté, j'avais pas senti de grande différence, honnêtement, pour pas vous mentir. Là, pendant ce mois-ci, je note beaucoup plus de choses. Déjà, j'ai un endormissement et une qualité de sommeil qui est beaucoup mieux. Je suis plus fatiguée aussi naturellement, et surtout, en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que quand je fais des soirées avec mes amis, ces soirées-là finissent beaucoup plus tôt et sans aucun souci, parce qu'en plus j'ai des amis qui du coup ne boivent pas en face parce qu'ils n'ont pas envie de boire seuls, et ça je le comprends totalement. Et il y a un vrai voilà moment de partage sans culpabilité quand je suis fatiguée et j'ai envie qu'il s'arrête. C'est qu'avec l'alcool au contraire j'étais plus à me dire bon au pire je reprends un peu de jus de courage et ça va aller. Jus de courage, pire expression ever. Il y a le fait que, malgré la fluctuation de mes hormones, car je suis une personne possédant des règles, je retrouve beaucoup plus de motivation, en fait, à faire tous les jours. Et puis, bah, forcément, il y a une petite fierté quand même de me dire, bah, je suis dans la maîtrise de ma consommation, et c'est pas la consommation qui a la maîtrise de moi-même. Je traverse des phases compliquées en septembre, donc voilà, dû à des nombreux changements, au travail, des faits personnels et tout machin dans ma famille. Et je suis contente de les affronter sans distraction, sans potion magique qui nous permet de juste annihiler le tout. Et de me dire, là, si j'ai été capable de traverser ces étapes sans rien d'autre que moi-même, bah à l'avenir, c'est pas que je suis intouchable, mais c'est beaucoup plus facile à faire. Et donc là, vous allez me dire, mais Juliette, tu nous donnes que des choses extraordinaires, mais pourquoi tu reprends en fait? Pourquoi t'arrêterais pas pour toujours? Eh bien, encore une fois, parce que je suis pas fâchée en fait avec l'alcool, je suis fâchée avec le fait qu'on en banalise la consommation, et que moi, dans ma vie, il pouvait être trop présent. Mais j'en aime toujours autant le goût, et bien sûr, j'en aime toujours autant les effets. Ça, ce n'est pas à nier. J'aime cet effet où je suis un petit peu légèrement grisée, moi, c'est des choses qui me font plaisir, mais sporadiquement. C'est de redonner sa place, tout comme le téléphone. Parfois, je vais aimer m'abrutir devant des contenus, mais sporadiquement, pas tout le temps. Ça ne doit pas empiéter en fait sur ma vie et sur les choses importantes qui s'y passent.
Et donc, en conclusion de mon histoire et de toutes ces expériences, qu'est-ce que j'ai envie qu'il en sorte ? Déjà, à titre personnel, c'est le plaisir que j'ai eu là à faire des sorties, des verres, des moments où il y aurait toujours eu de l'alcool, sans alcool. C'est d'enlever une fois de plus ce réflexe, de me dire « Ah mais ce n'est toujours pas une nécessité que de boire de l'alcool dans ce cadre-là ». Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de garder, c'est de me dire « Est-ce que t'en as vraiment envie ou est-ce que c'est une question d'habitude ?» Là où j'étais très très heureuse, et je trouve qu'il différait de mon premier arrêt d'alcool, c'est que mon entourage, qui avait bien sûr toujours été très bienveillant, là a été beaucoup plus réactif dans soi-même sa propre introspection quant à la consommation d'alcool. Ben là, c'est que par exemple, moi j'ai eu ma mère qui a dit « Ah ben moi aussi, je vais grave réduire pendant ce mois de septembre ». J'ai eu ma coloc qui a vécu pareil des phases de vie très changeantes, très stressantes, qui a dit « Ben là, moi aussi j'ai pas envie de boire, j'ai pas envie d'échapper en fait à ce qui se passe, il faut que je l'affronte ». Et du coup, ça fait un cercle hyper vertueux où il y a une conscientisation collective de la chose, et qui fait que le voile du déni, il est ôté, et je trouve du coup amène des réflexions, encore une fois, super chouettes à ce sujet. Et qui fait que, quand on boit de l'alcool aussi, on le conscientise, ce plaisir associé autour. C'est pas juste, on boit un verre comme ça. Non, non, non. C'est réfléchi, c'est inscrit dans un moment de partage, et c'est, une fois de plus, j'adore ce mot, sporadique. Donc voilà, cette vidéo, en fait, ce que j'aimerais en faire ressortir, c'est que vous n'avez pas besoin d'être dans des pans de consommation excessive pour vous remettre en question sur votre consommation d'alcool. Vous remettre en question, ça ne veut pas forcément dire arrêter définitivement votre consommation. Ça, c'est vraiment un chemin personnel de développement, etc. d'idées, mais c'est pas du tout une nécessité. Mais il faut que ce soit une possibilité dans votre tête, tout comme, et surtout, là pour le coup, la modération. Les dangers d'une consommation trop excessive ou juste trop régulière, ils sont évidents sur la santé et à très court terme. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas des lol. On ne lésine pas sur le sujet. Et selon moi, il faut enlever ce petit déni collectif de « Ah mais là c'est parce que t'es jeune, non mais tu bois gavé mais après t'inquiète ça va aller, ah non mais là c'est parce que c'est Noël, ah non mais là c'est parce que c'est ci, c'est parce que c'est ça » et de redonner du sens et de la conscientisation derrière cette consommation de manière générale. Je vous invite également bien sûr à écouter des témoignages, à écouter même pour la curiosité, hein. Je vous dis encore là, maintenant, moi je consomme du coup avec modération, ça ne m'empêche pas d'être toujours curieuse de ces sujets et d'apporter des petites pierres voilà, dans la construction de tous ces questionnements que je me fais, tout comme le téléphone, où j'essaie de faire une consommation beaucoup plus contrôlée et qui ne me contrôle pas. Ça me fait toujours du bien d'écouter des gens voilà, qui disent des effets néfastes que ça peut avoir sur notre capacité de concentration, sur notre motivation, etc. Ce n'est pas incompatible. Bien évidemment, si vous n'avez pas toutes les réponses, je vous invite vivement à consulter un professionnel, par exemple un ou une thérapeute sur BetterHelp, à poser des questions à votre entourage ou à des gens sur des forums si vous sentez que votre entourage il est pas très stable sur le sujet ou qui va pas aller dans un sens qui va vous aider sur le sujet. Nourrissez-vous une fois de plus, vous êtes loin d'être seul, l'alcool n'est jamais une solution, c'est censé être récréatif à certains moments, mais par contre ce n'est pas censé être une potion magique qui efface tout. Je sais à quel point la vie peut être extrêmement dure, enfin non, je sais même pas pour certaines personnes à quel point elle peut être extrêmement dure, mais je sais qu'il y a beaucoup de souffrance, parfois il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de stress, beaucoup de pression. Donc en ce sens, si vous le ressentez d'une quelconque manière, ne restez pas seul face à ça, parlez, parlez, parlez. C'est le plus important. Et n'attendez pas que l'alcool fasse parler les choses pour vous. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, à poster un petit commentaire. Par exemple, une goutte d'eau. Ce sera bien pour contrebalancer cette vidéo autour de l'alcool. Une belle goutte d'eau. Vive l'eau, comme dirait Jean-Claude Van Damme! Vous avez été hyper nombreux et nombreuses à le faire sous ma dernière vidéo. Vous savez pas à quel point c'est extraordinaire pour moi. Enfin, littéralement, je suis passée de 40 commentaires sous mes vidéos à 400. Donc, waouh! La force du collectif, elle est juste extraordinaire. Elle me donne la sensation que je travaille pas dans le vide. J'ai pu avoir de vrais échanges, de vrais partages. Vous m'avez littéralement donné des idées de vidéos à venir en fait que je pourrais faire et qui vous intéresseraient. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à le refaire, ça fait toute la différence. Sur ce, c'est avec un immense plaisir que je vous dis prenez soin de vous. On se retrouve mercredi prochain à 18h. Ciao!